Je dois d'abord commencer par remercier les personnes qui ont organisé ce colloque, et notamment Taïva et Jonathan. Je suis très heureux d'avoir l'occasion de partager avec vous aujourd'hui un travail qui est encore une amorce d'une réflexion sur les images photographiques et les imaginaires visuels de la démolition d'immeubles par dynamitage. Je prendrai aujourd'hui comme point de départ pour cette réflexion une série d'un photographe d'architecture français, Antoine Séguin, et qui porte en particulier sur le dynamitage de la tour T17 à Orléans en 2023. Je m'intéresserai aujourd'hui moins à une analyse des photographies qu'au récit auquel elles renvoient. Je tenterai de situer ces images au sein de leur contexte culturel et imaginaire pour tenter de comprendre le récit de la ruine qu'elles mettent en place. Et pour situer cette réflexion, je vais commencer par vous présenter succinctement le photographe, puis la série dont il est ici question. Je précise également, en termes de méthode, que j'ai eu l'occasion de réaliser plusieurs entretiens avec Antoine Séguin et qu'il m'a donné accès à l'intégralité de ses archives photographiques sur ce sujet. Antoine Séguin a d'abord été formé comme architecte et il raconte avoir découvert, je cite, « sur le tas » au cours de ses études et alors qu'il déployait une pratique amatrice de la photographie, des images comme celle de l'exposition des New Topographics ou des productions de la mission photographique de la Datar, ce qui l'a rapidement influencé et beaucoup attiré sur la question de, je le cite, « parler du territoire avec la photo ». À la même époque, il découvre les techniques de la photographie argentique qui, comme il l'explique, l'amènent à questionner sa façon de photographier. Il obtient son diplôme d'architecte en 2010 et après quelques années d'exercice en agence, il développe progressivement une activité de photographe, notamment de commande pour des architectes ou pour d'autres organismes. Vous voyez ici des images d'une commande pour l'Union nationale pour l'habitat des jeunes. Activité qu'il occupe de plus en plus jusqu'à devenir exclusivement auteur-photographe à partir de 2018. C'est donc un photographe autodidacte et d'abord formé à l'architecture. Ces activités se partagent aujourd'hui, je le disais, entre travaux de commande en photographie d'architecture, y compris photographie de chantier, photographie de portrait, et également d'autres travaux plus personnels, pour lesquels il revendique une pratique intuitive, instinctive, notamment faite de collection et d'accumulation. Il parle ainsi volontiers d'objets récurrents et d'obsessions un peu gratuites, qu'il cultive et développe sur des temps assez longs, sans vraiment savoir vers quelle destination ces projets vont les emmener. C'est par exemple le cas d'une des obsessions qu'il revendique, qui est celle de ces deux tours que vous voyez ici, les tours Mercuriales, deux anciennes tours de bureaux à Bagnolet, au bord du périphérique, qu'il photographie depuis de nombreuses années, dès qu'il a l'occasion de les voir, au cours de ses autres projets aussi notamment, dans lesquels il a provisoirement occupé un atelier. Et donc il a pendant des années photographié ces tours sans trop savoir ce qu'il allait faire de ça, jusqu'à récemment, puisque l'ouvrage est sorti hier, les rassembler dans un livre publié chez Building Books. Il a également auto-édité, une série qu'il a appelée Les Jumelles, de deux autres de ses obsessions, donc où il croisait des photographies des tours Mercuriales et des photos de tours de refroidissement de la centrale nucléaire à côté de laquelle il a grandi et qu'il a aussi photographié pendant de nombreuses années. Antoine Séguin revendique documenter les franges urbaines, les marges, les ruines et les dégradations, dans une pratique très personnelle, faite d'opportunités, d'obsessions et d'intuitions, comme je le disais, qu'il cultive sans avoir forcément de projet ou de série en tête à l'origine. La série qui m'intéresse aujourd'hui relève de ce même statut hybride, en cours d'élaboration, mais déjà partiellement diffusé sur son site internet, sous le nom qu'il revendique aussi comme provisoire de « Savoir défaire ». Mais comme les travaux précédents que je vous montrais, c'est un travail qu'il ne revendique pas comme étant une œuvre, qui n'est pas diffusée en tant qu'œuvre, qui n'est pas encore éditée, mais qui est une forme d'élaboration, une tentative d'élaboration d'un récit sur lequel je vais essayer de revenir aujourd'hui. Cette série Savoir défaire concerne des projets de dynamitage de grands ensembles qu'Antoine Séguin a eu l'occasion de photographier en bénéficiant de l'invitation d'une de ses connaissances, ingénieur dans une société spécialisée dans la déconstruction. Il ne s'agit donc pas d'un travail de commande, mais il a néanmoins bénéficié d'un accès privilégié au site, à proximité des équipes de démolition. Savoir défaire est donc une série en cours. Elle est matérialisée sous la forme d'un récit de 19 photographies présentées dans l'ordre chronologique sur le site internet de l'auteur. C'est celle que vous voyez ici à l'écran. Il en manque juste une, qui porte donc sur la démolition de la T17. Je reviendrai sur ce cas. Ce sont toutes des photographies couleur, prises avec deux appareils différents, mais tous deux argentiques et moyen format, comme c'est le cas dans l'ensemble de son travail, y compris de commande.
Il est important, je l'ai déjà dit, de souligner qu'Antoine Séguin ne considère pas ce travail comme achevé, mais comme une réflexion en cours. Une de ses obsessions, donc, dont les contours et la destination ne sont pas clairement circonscrits. Depuis ce travail-là, il a aussi photographié 2 autres sites de dynamitage de tours, à Alfortville et à Meaux, dont la mise en relation avec celle d'Orléans est encore en réflexion. Je vais donc maintenant revenir plus précisément sur le cas de cette fameuse tour T17. Elle est l'un des emblèmes du quartier de Orléans-la Source, une zone d'urbanisation prioritaire, ou ZUP, construite à partir de 1962 en marge de la métropole d'Orléans. Elle se caractérise, cette ZUP, notamment par un urbanisme sur dalles, par son éloignement du centre-ville, mais aussi par la présence de l'Université d'Orléans, qui, pour Serge Vassal, rend la construction de la source comparable à celle du Mirail à Toulouse, par exemple. Comme de nombreuses ZUP, Orléans-la-Source sera classée en zone urbaine sensible, ZUS, à la création de ce statut en 1996, avant d'être l'objet d'une convention de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, l'ANRU, en 2004. Date à laquelle, donc, Orléans-la-Source est considéré comme un grand chantier de ville de l'ANRU. Les opérations lourdes, imposées comme souvent par l'ANRU pour requalifier des quartiers jugés en difficulté, incluent la démolition de nombreux logements, la rénovation de beaucoup d'autres, notamment la suppression de la dalle surélevée et l'implantation de nouveaux équipements publics. Ces opérations poursuivent, comme souvent dans le cas de l'ANRU, une politique urbaine qui impose les mutations aux habitants sans réelle concertation. Construite en 1970, la T17, qui tire son nom de son nombre d'étages, 17 étages, T17, comptait 273 logements, à l'origine surtout des employés du grand centre des chèques postaux construit juste à côté. Sa démolition est actée en 2018 et après quelques années de processus de relogement, de déplacement des habitants et un curage du bâtiment incluant des amiantages, la démolition a lieu par dynamitage le 29 octobre 2023 en fin de matinée. L'explosion est filmée et diffusée en direct sur le site de la métropole d'Orléans. Et je vais peut-être prendre le temps de vous montrer cette vidéo, en espérant que ça ne me fasse pas trop dépasser. Mais... ah. Voilà, donc vous l'aurez compris, c'est la vidéo officielle diffusée par la métropole d'Orléans en charge de cette démolition. Cette démolition, décidée notamment parce que la tour était considérée comme trop vétuste, s'intègre donc, vous l'aurez compris, dans un récit visuel institutionnel tel que décrit notamment par Raphaël Berthaud, qui nous dit que l'iconographie institutionnelle soutient dans un premier temps la vision d'un État visionnaire, à l'origine de l'édification de cités modernes idéales. Elle accompagne ensuite le retournement critique consacrant la dénonciation d'une politique désincarnée, conduisant à la lente désintégration de ces édifices jusqu'à leur implosion, au sens figuré comme littéral, à la fin du siècle. Symbole du progrès de l'idéal qu'a pu représenter la ZUP de la Source, la T17 devient 40 ans plus tard le symbole d'un quartier en difficulté, sujet d'un redressement porté par l'ANRU et donc un symbole à abattre pour marquer le changement. Même si cette démolition sera aussi justifiée par la démolition de la dalle et l'inadaptation supposée des typologies d'appartements aux conditions de logement contemporaines. Ce parcours symbolique, cette évolution de l'image d'un grand ensemble, est en fait assez récurrente, comme le montre par exemple Rachid Kadour dans un article traitant des imaginaires de la tour plein-ciel de Saint-Étienne, foudroyée en novembre 2011. Raphaël Berthaud souligne également l'évolution du point de vue, littéralement, des représentations des grands ensembles. La vue aérienne, longtemps l'instrument moderniste privilégié de la représentation des grands ensembles et caractéristique marquante des cartes postales des grands ensembles lorsqu'ils représentaient une forme d'idéal, est devenue avec le temps associée à un regard dominant et déshumanisant, symbolisant le déracinement et la dimension générique des grands ensembles de ZUP.
Aurélien Lemonnier nous explique « Si la vue d'en haut renforce un effet de mise à distance et met l'observateur en position d'apesanteur, elle fait disparaître dans le même mouvement, en les rendant obsolètes, les traces de la ville ancestrale, parcelles, îlots, quartiers, pour définir une organisation de la nouvelle machine urbaine. » On peut noter que c'est un point de vue qui fait également disparaître la présence des habitants des images et qui tend à montrer l'architecture comme un vaste jeu de volume à grande échelle, plutôt que comme un lieu habité et à échelle humaine. Cette dimension symbolique, faisant passer l'objet tour ou bar de pointe de la modernité jusqu'à cible à abattre, n'est pas sans exprimer une forme de violence sociale. Comme le note Geoffrey Mollet, le paradigme de la planification territoriale est issu de ce qu'il continue à reproduire. Une vision schématique et mécaniste des territoires, réduit à des portions d'espace bien délimitées, en long, en large et en hauteur. Pour les habitants des quartiers ciblés par les chantiers de l'ANRU, l'intervention radicale, passant par le dynamitage d'un édifice symbolique du quartier dans lequel ils pouvaient habiter, peut légitimement être perçue comme violent, voire traumatique, en particulier dans le cadre de quartiers et de populations déjà victimes d'imaginaires discriminatoires, chargés de stéréotypes. Comme le note Pierre Gilbert, la stigmatisation et la disqualification symbolique des cités jouent un rôle déterminant dans la reproduction sociale de la domination de classe et de la domination raciale qui structure l'ensemble de la société. La violence qu'expriment de telles interventions peut également se trouver dans des récits politiques ou institutionnels mis en place autour des démolitions. En marge de la démolition des tours Camargue et Chambord, dans le quartier de Beauval de Meaux, qu'a également photographié Antoine Séguin, la municipalité diffuse une vidéo mettant en scène le maire de la ville, Jean-François Copé, à proximité des habitants le jour de la démolition. À la fin de la vidéo, on peut l'entendre dire dans un discours en voix off, par-dessus les images du nuage de poussière, bravo, bravo à toute l'équipe, c'était exceptionnel. Nous pouvons être fiers d'être dans un pays, la France, qui réussit de tels exploits pour le bien-être de nos habitants. Et je suis fier d'être le maire de la ville de Meaux, à vos côtés pour vous protéger et préparer l'avenir avec vous. Je vous épargne la voix de Jean-François Copé, mais on peut trouver la vidéo. Mais on peut noter que la démolition violente est ici mise en scène. Vous le voyez notamment avec un feu d'artifice bleu, blanc, rouge déclenché juste avant l'explosion, et donc incorporé dans une narration et un agenda politique. Alors, pour bien comprendre les imaginaires visuels du dynamitage d'immeubles, on ne peut pas passer à côté d'un exemple fondateur qu'on a évoqué hier, celui du quartier de Plout-Igoe. Plout-Igoe est, ou était plutôt, un ensemble de logements sociaux construits à partir de 1951 à Saint-Louis, dans le Missouri, donc aux États-Unis, par l'architecte américain Minoru Yamasaki. À l'époque, c'est l'un des plus grands ensembles élaborés aux États-Unis et assez librement inspiré de la Charte d'Athènes dans le principe. Mais le manque de moyens et la crise fiscale des organismes de gestion des logements sociaux ne permettent pas au projet d'atteindre ses objectifs initiaux. Le quartier est mal construit, mal fini, mal entretenu, notamment tous les espaces verts qui auraient dû être faits entre les immeubles ne seront jamais mis en place. Le quartier est rapidement dégradé à mesure que s'y installent également délinquance et trafic de stupéfiants. En 1970, plus du 2/3 des logements sont vacants, ça devient vraiment un problème et un symbole, et les autorités décident d'abattre une partie du complexe pour tenter de transformer le quartier. À l'origine, ils voulaient démolir seulement quelques bars pour rendre le quartier un peu plus habitable. In fine, c'est tout l'ensemble qui sera complètement rasé. Le premier bâtiment est démoli en juillet 1972 à l'explosif, et cette mise à mort est diffusée en direct à la télévision. Elle est hautement symbolique, c'est le premier ensemble qui sera complètement rasé, et ce, à peine 20 ans après sa construction. Charles Jenks, historien de l'architecture, qualifie ainsi cet instant précis comme étant le jour de la mort de l'architecture moderne. Comme il l'écrit dans The Language of Postmodern Architecture, Modern architecture died in St. Louis, Missouri, on July 15, 1972, at 3:32 p.m. or thereabouts, when the infamous Plout-Igoe scheme, or rather several of its slab blocks, were given the final coup de grâce by dynamite. Diffuser cette explosion en direct à la télévision participe évidemment de la fabrication d'une symbolique du geste. Pour reprendre encore une fois les mots de Raphaël Berthaud, il s'agit d'un renversement du mythe, déconstruisant la fiction moderne sur son propre territoire iconographique, retournant donc les images positives et utopiques des années 50 et 60. Tout comme les images de la construction des grands ensembles ont pu être mises au service d'un récit des grands chantiers de l'État, leur démolition est donc intégrée dans une narration visant à souligner l'action des autorités et les travaux à l'œuvre pour améliorer le cadre de vie, même si, là encore, les images mettent à distance toute présence humaine, et notamment celle des habitants. Cet exemple de Plout-Igoe est devenu un symbole métonymique du dynamitage de Tours. Par exemple, l'artiste Cyprien Gaillard, en 2009,
choisi de nommer Pruitt-Igoe Falls, une œuvre vidéo associant le dynamitage d'une barre d'immeubles à Glasgow à des vues des chutes du Niagara. Donc, finalement, aucun lien, si ce n'est le jeu de mots Niagara Falls, Pruitt-Igoe Falls, et la démolition d'un immeuble par dynamite dans cette œuvre. Entre 2001 et 2008, le photographe Mathieu Pernaut réalise 2 séries de 7 photographies chacune qu'il intitule « Implosion » et « Nuages ». En noir et blanc, elles présentent des vues d'immeubles en cours de foudroyage. Entre le moment de la détonation et celui de l'effondrement dans « Implosion », donc sur votre gauche, lorsque l'édifice vient tout juste de s'abattre dans « Nuages », sur votre droite. Les vues sont lointaines, prises depuis une hauteur, mais horizontales. Il n'y a quasiment aucune présence humaine directe, à l'exception d'un caméraman dans une nacelle au premier plan d'une des vues. Les similitudes dans l'instant décisif choisi par le photographe, ainsi que le choix du noir et blanc, font la force plastique de l'œuvre. Elles uniformisent les images et tendent à fabriquer un motif visuel. La parenté esthétique avec les images de Pruitt-Igoe est ici relativement évidente. L'artiste reconnaît une forme de violence sociale de la démolition par explosion, une mise à mort publique. Il semblerait alors que ce soit cette dimension violente, mais aussi spectaculaire et fascinante, que les photographies de Pernaut cherchent à montrer. On pourrait aussi voir dans ce spectacle de la mise à mort une forme de violence symbolique, en étendant ici le sens bourdieusien du terme, c'est-à-dire la violence d'une autorité politique, ici de décideurs urbains, de promoteurs et de bailleurs sociaux, décidant d'abattre en un instant ce qui a été le logement de centaines de personnes et qui constituait jusqu'alors une part de leur paysage du quotidien. Si l'explosion, je l'ai déjà dit, est souvent décidée pour des motifs pratiques et techniques, elle dégage néanmoins un message politique fort dont n'hésitent pas à s'emparer les autorités. Mais elle acquiert aussi, ici, une dimension esthétique et formelle troublante. C'est cette même forme de violence symbolique qu'adresse le photographe Alban Lécuyer dans sa série de 2011 intitulée Downtown Corrida. Le photographe prend ici le parti d'intervenir dans les images en réalisant des photomontages. Il joue avec les codes des images de publicité des promoteurs immobiliers, qu'il connaît bien, et avec les images de foudroyage de tours, mais en changeant ici l'objet dynamité. C'est une forme de retournement de l'image, une espèce de lutte des classes du foudroyage, dans lequel l'immeuble bourgeois, haussmannien, patrimonialisé et sauvegardé, prend le rôle de l'architecture mal aimée des grands ensembles d'habitat populaire. Alban Lécuyer place systématiquement des spectateurs et spectatrices au premier plan. Il figure des habitants, des passants, ses voisins ou curieux qui l'évoquent et qui viennent assister au spectacle de la mise à mort. On y voit également un caméraman de presse. Mais ces présences humaines demeurent globalement des témoins passifs, de dos, et non pas des acteurs de la transformation. On peut supposer qu'elles permettent à l'artiste d'évoquer ici les habituelles victimes de la violence symbolique du dynamitage qu'il entend retourner dans ce travail et qu'il évoque dans son discours. Implosion, Nuages et Downtown Corrida posent des regards différents sur l'image du dynamitage, mais les 2 artistes ont ici en commun d'élaborer des séries rassemblant des images de différents lieux, non nommés ni définis, et ainsi isolés de tout contexte, ce qui les ramène à une figure de l'explosion en tant qu'instant spectaculaire. A l'inverse, Savoir défaire, qui, je le rappelle, n'est pas revendiqué comme étant une œuvre d'art, mais plutôt un travail documentaire, assemble un récit qui met ensemble des portraits d'habitants devant la tour, des photographies du dynamitage, des gravats, des équipes responsables de la destruction, mais aussi du chantier de préparation au dynamitage. Car les photographies d'Antoine Seguin sont aussi des photographies de chantier. Elles montrent un processus à l'œuvre, celui du curage et de la préparation d'une coquille architecturale à l'implosion. En effet, au moment du dynamitage, le bâtiment est largement et stratégiquement fragilisé, structurellement, afin qu'il s'effondre d'une façon précise. Les menuiseries, revêtements, équipements électriques et plomberies, et amiante également, ont déjà été retirés et évacués. Ne reste que la structure en béton. Des objets techniques, bâches de protection, grillages, tirants d'acier, piscines d'eau pleines d'explosifs, sont mis en place pour assurer la bonne tenue de l'effondrement, protéger les édifices alentours et limiter la diffusion du nuage de poussière. Le chantier de démolition présente, peut-être encore plus que celui de construction, un caractère étrange de Unheimliche, qu'on a mal traduit en français comme inquiétante étrangeté, on en parlait hier soir, dans lequel la structure ressemble à l'immeuble de logement qu'elle a été, tout en présentant d'étranges toiles, bâches, fils électriques et grilles, qui contredisent sa fonction et ses usages passés. La beauté formelle des bâches de protection, de ses ombres et de ses plis, n'est pas sans rappeler certaines œuvres de Christo et Jeanne-Claude, mais savoir que ici les fils relient des détonateurs à 1400 kg d'explosifs, que l'édifice est destiné à exploser dans les heures qui suivent la prise de vue, impacte nécessairement la réception des images.
Comme le notait Patricia Limido, le chantier oscille ainsi, presque littéralement ici, entre pulsion de vie et pulsion de mort. Cette situation de suspens d'une architecture dans l'attente n'est pas sans susciter également une forme de mélancolie propre à la ruine. Précipitée de force dans la catégorie de ruine que Diane Scott appelle le dépassé, la T17 en instance de démolition a ainsi partie liée avec la nostalgie. Le choix de récit mis en place par Antoine Séguin intègre ainsi le dynamitage dans un processus dynamique caractéristique du chantier. Ces images soulignent qu'il s'agit d'un lieu de travail peuplé par des individus actifs et à l'œuvre, tant avant l'explosion qu'après, mais aussi d'un lieu vécu porteur d'une histoire sociale et un marqueur important du paysage quotidien pour les habitants. Mais elle l'intègre aussi dans un imaginaire de la ruine, et pour faire référence à ce qu'on a dit hier, peut-être même une forme de scène de crime avant que le crime n'ait lieu. La démolition de bâtiments semble en tout cas porter en elle une forme de fascination, peut-être parfois un peu morbide, c'est une hypothèse qu'on peut soulever, que relevait déjà Walker Evans, cité par Anne Bertrand dans son article consacré à la série The Wreckers du photographe américain. Si pour les ruines de Détroit, on a pu parler depuis 2010 de ruin porn, pour qualifier les images exprimant une forme de fascination voyeuriste et un peu obscène des ruines de la ville, en occultant la dimension politique et sociale de ces situations, on pourrait imaginer de forger, à propos de certaines images de dynamitage d'immeubles, le terme de destruction porn, pour décrire des photographies marquant la fascination esthétisante du dynamitage. Il existe aujourd'hui sur YouTube des vidéos compilant des heures de dynamitage, de démolition et d'explosion contrôlée de bâtiments. On peut s'interroger sur la dimension essentialisante ou esthétisante que véhiculent ces images d'explosion. Elles semblent participer d'une mise en spectacle de la démolition, au sens où l'entend Guy Debord, et dans la mesure où ces images de démolition deviennent finalement une matière à consommer. Et comme le rappelait Guy Debord, le spectacle n'est pas un ensemble d'images, mais un rapport social entre des personnes, médiatisé par des images. Ce spectacle à l'éthique discutable, donc, n'est pas sans rappeler une autre réflexion soulevée par Diane Scott à propos de photographies de l'ancienne île industrielle japonaise de Guankajima, qu'elle considère comme invisibilisant et dissimulant la violence humaine et sociale passée du lieu, au profit d'une esthétisation de la ruine industrielle. Elle note ainsi que la violence de la vie ouvrière devient pittoresque. Elle explique également que la ruine est l'opératrice du refoulement de la violence, qui autorise la nostalgie et l'avènement de la représentation originelle idéalisée. Dans le cas de Guankajima, cela revient à valoriser l'esthétique de la ruine industrielle en mettant de côté le lieu de souffrance et de violence qu'elle a été. Dans le cas du dynamitage de grands ensembles de logements périurbains, cela revient à esthétiser le spectacle de la violence en mettant de côté le rapport de domination induit par cette violence. Les photographies de dynamitage d'immeubles véhiculent donc, comme les dynamitages eux-mêmes, une forme de violence institutionnelle et symbolique. Le travail d'Antoine Séguin semble tendre à éloigner ces dynamitages d'une figure visuelle plastique purement spectaculaire. On peut y lire, et c'est présent dans le discours du photographe, l'ébauche d'un récit de démolition qui la replace dans un processus qui interroge les actions à l'œuvre et qui incorpore dans le récit même les riverains et habitants, non pas comme une masse globale vue d'en haut, mais en tant qu'individu, en tant qu'agent de la transformation, avec lequel le photographe discute, échange, dont il prend le portrait sur site, à qui il le transmet par la suite une fois ses pellicules développées. Il cite ici par exemple le cas du personnage que vous voyez en bas à droite, Christian, un habitant rencontré à proximité du chantier et qui lui fait part de ses émotions et sentiments vis-à-vis de la démolition de cette tour. Le récit que fabrique Savoir Défaire s'éloigne donc à la fois d'un récit spectacularisant de destruction porn et du récit institutionnel qui instrumentalise les actes de ces chantiers spectaculaires pour alimenter une narration de progrès, de grands travaux et de changements. Les photographies d'Antoine Séguin semblent esquisser un discours plus modeste, replaçant les humains et les lieux au centre du récit et se contentant de documenter une transformation urbaine et sociale. Je voudrais émettre ici une dernière hypothèse, l'hypothèse que le fait d'intégrer au récit de la démolition des portraits d'habitants et des personnes travaillant sur le chantier pourrait s'apparenter à une approche de la micro-histoire, telle que définie dans les années 80 par Carlo Ginzburg, Carlo Poni ou encore Giovanni Levi. La micro-histoire, cette approche de la discipline qui vise à se rapprocher du quotidien, de l'insignifiant, de l'apparemment banal, plutôt qu'à se contenter d'une lecture macro et globale des événements. Il s'agit notamment de prêter attention aux récits du quotidien, des gens normaux, et pas seulement aux figures marquantes. Giovanni Levi note qu'il s'agit ainsi de faire apparaître des problèmes pertinents et des questions dissimulées par une lecture des sources par le haut, en changeant d'échelle de lecture des documents, des objets et des faits. La micro-histoire serait ainsi une forme d'enquête, un récit documentaire non pas seulement opéré par le haut, mais justement à hauteur de vie du quotidien. Elle pourrait donc être une piste conceptuelle intéressante pour penser le récit visuel de la fabrique de la ruine, en prenant en compte la violence symbolique et institutionnelle inhérente à ces opérations spectaculaires.
Merci Oscar. Merci pour votre attention.